projet que je me fixe aujourd'hui, c'est de parler des hommes de Bonaparte, puisque ça a été l'objet d'un ouvrage que j'ai sorti il y a maintenant plus d'1 an, je crois, qui porte ce titre, et qui correspondait au projet de montrer que l'aventure de Napoléon, que la conquête du pouvoir par Napoléon Bonaparte n'était en fait pas l'aventure d'un homme, n'était pas une aventure isolée, mais était au contraire l'affaire d'un ensemble de personnages, l'aventure d'un groupe. Et le parti pris qui a été le mien, ça a été de m'intéresser, de décentrer un petit peu la manière dont on aborde d'habitude la question napoléonienne, en ne me focalisant pas sur la seule personne de Bonaparte, d'une part, mais en m'intéressant à toutes les personnes, hommes et femmes, qui l'ont accompagné lors de sa prise du pouvoir. Et puis le deuxième parti pris qui a été le mien, ça a été de prendre la période qui va, j'allais dire grossièrement, mais pas grossièrement du tout en fait, qui court du débarquement de la famille Bonaparte qui fuit Ajaccio et la Corse définitivement en juin 1793 à la bataille de Marengo, donc 14 juin 1800, dont on a effectivement lors d'un voyage qui a été organisé par le Souvenir napoléonien de Dauphiné-Savoie, dont on a fréquenté le champ de bataille récemment pour expliquer. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de dire qu'à Marengo, les Italiens sont en train d'organiser, toute une sorte de mise en scène de l'aventure bonapartiste ou napoléonienne dans le nord de l'Italie. Alors ils créent une marque, parce que maintenant tout passe par des marques, y compris le tourisme. Donc Bonaparte à Marengo, mais ils espèrent effectivement redonner vie un petit peu à toute la mémoire napoléonienne dans la région. Alors c'est un produit d'appel sur le plan touristique et culturel, mais pour nous qui nous intéressons à l'histoire napoléonienne, ça présente l'avantage quand même d'avoir l'espoir que des lieux nouveaux ou des lieux anciennement un petit peu délaissés soient remis en avant, réfléchis, etc. Et je pense que ça ne peut avoir que des avantages de ce point de vue-là. Et apparemment, il y a une volonté quand même assez forte chez les Italiens de s'occuper de tout ça aujourd'hui. Et donc, disais-je, jusqu'à Marengo. Alors pourquoi Marengo ? Parce que il faut attendre la bataille de Marengo et la victoire surtout de Marengo pour que véritablement le pouvoir de Bonaparte soit assis, soit pérennisé. Et donc de ce point de vue-là, j'ai préféré aller jusqu'à Marengo plutôt que de m'arrêter à Brumaire, puisque finalement, après la victoire de Brumaire, après le coup d'état de Brumaire, des 18 et 19 Brumaire, le pouvoir de Bonaparte ne peut pas être considéré comme véritablement, du moins profondément installé. Alors durant cette période, qui va donc de juin 93 à juin 1800, donc cette année à peu près, Bonaparte en fait n'est jamais un homme seul. Et il est toujours accompagné par ce que j'appelle une nébuleuse d'individus, d'hommes principalement, des soldats, des hommes politiques, des intellectuels, des juristes, des artistes, des écrivains, et donc c'est par une myriade d'individus qui finalement vont à la fois servir les desseins de Bonaparte qui cherchent à avoir le pouvoir, mais qui vont aussi se servir de l'ascension de Bonaparte pour eux-mêmes se hisser au sommet de la hiérarchie sociale, politique, culturelle, etc. Et à chacune des étapes de sa carrière, en fait, si on peut parler de carrière, Bonaparte a noué des relations qui ont servi son ascension et qui également ont été possibles, ces relations, parce que justement, il progressait dans l'échelle sociale, politique, militaire, etc. En outre, Bonaparte, non seulement ça n'est pas un homme seul, mais c'est l'homme en plus qui incarne un mouvement qui est beaucoup plus ample que lui, une force formidable, et cette force formidable, c'est la Révolution. Et Bonaparte, s'il arrive entre juin 93 et juin 1800 à se hisser au fait du pouvoir et à devenir le chef de l'État en France, et à entraîner la France dans cette aventure qui va être ce qu'on appelle l'épopée napoléonienne, mais enfin qui est l'aventure du consulat et de l'Empire, c'est parce que il est le produit, l'héritier et quelque part en charge
de cette formidable, ce formidable bouleversement et cette formidable, effervescence qui est la période révolutionnaire. Et donc, très clairement, Bonaparte ne va parvenir à grimper jusqu'au pouvoir qu'autant qu'il incarne le projet et l'héritage révolutionnaire. Et il est absolument incontestable selon moi que sans la Révolution, il n'y a pas d'aventure bonapartiste, il n'y a pas d'empereur et il n'y a pas il n'y a pas cette période formidable d'une quinzaine d'années durant lesquelles cet homme génial qui a été Napoléon Bonaparte parvient à poser ces fameuses masses de granit et à faire de la France ce qu'elle a été à ce moment-là. Troisième élément dans l'introduction, rapidement, c'est que Bonaparte, sur cette période, se révèle un formidable opportuniste. Je ne dis pas opportuniste au sens péjoratif du terme. C'est pas l'opportunisme de tel ou tel politicien d'aujourd'hui qui saute de l'arbre des Républicains pour aller manger à la gamelle de la République en marche ou inversement. Je parle d'un opportunisme qui est celui d'un homme politique d'une grande intelligence qui sait repérer les opportunités, qui comprend son époque, qu'il accepte de la représenter et de l'incarner, et qui, au fur et à mesure que des occasions, des opportunités se présentent, sait les saisir, sait en tirer le plus de profit possible, et je vais y revenir tout à l'heure, et je conclurai par ça tout à l'heure, à la fois pour son propre profit, si j'ose dire, c'est-à-dire pour son accession au pouvoir, mais aussi pour mettre en œuvre le projet qu'il nourrit pour le pays. Parce que là aussi c'est très important, l'opportunisme de Bonaparte, c'est bien sûr l'opportunisme de quelqu'un qui veut le pouvoir, mais j'y reviendrai, il ne pense pas immédiatement au pouvoir suprême, mais c'est l'opportunisme aussi de quelqu'un qui pense qu'il y a en 1799 par exemple, quelque chose à faire pour la France, et qu'il lui revient d'assumer des responsabilités qu'il est en charge de recueillir à tel ou tel moment de l'histoire, et selon telle ou telle opportunité. Et donc, si Bonaparte parvient à gravir ces échelons, c'est notamment parce que il a une vision constante, assez permanente du pays. Donc, il est opportuniste dans la manière, et très pragmatique dans la manière dont il va gravir les échelons, si j'ose dire, mais en même temps, il a une vision qui est assez précise, assez précoce et assez constante de ce qu'il veut pour la France, à la fois sur le plan intérieur, son organisation, l'organisation du pays, mais aussi sur le plan extérieur et sa place en Europe et dans le monde. Et enfin, l'idée essentielle, c'est que Napoléon n'a pas d'idée préconçue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer Napoléon comme Athéna sortant tout armé de la tête de Zeus, avec un plan qu'il mettrait en œuvre méthodiquement du printemps 93 à Marengo. Bonaparte, c'est quelqu'un qui va se découvrir une ambition progressivement, en fonction des opportunités, en fonction des aléas, en fonction des hasards, auxquels il sait finalement s'adapter et qui vont petit à petit le persuader que atteindre tel ou tel niveau de la hiérarchie militaire ou politique est possible. Et encore une fois, et donc il ne faut pas imaginer, vous voyez, quelqu'un qui finalement d'emblée, alors la fameuse légende de, je ne sais pas moi, de la bataille de Boule de Neige, c'est à Brienne, c'est ça ? Où très tôt il montrerait des talents extraordinaires de stratège et finalement il serait en quelque sorte programmé pour être ce qu'il a été. Bonaparte, c'est quelqu'un qui se construit dans un environnement qui est extrêmement instable. En juin 93, la France n'est pas du tout dans la situation dans laquelle elle est en octobre ou novembre 1799. Et donc, et finalement, lui-même, il se construit en même temps que cette France nouvelle apparaît, émerge et sort de cet énorme bouleversement qui est, encore une fois, qui est la Révolution. Et son ambition va grandir au fur et à mesure que finalement des opportunités s'offrent à lui, qui parvient à écarter des rivaux ou à, au contraire, obtenir des soutiens. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à ces hommes de Bonaparte. Parce que ces hommes de Bonaparte, c'est finalement tout. Alors, je vais dire les hommes pour simplifier, mais on verra qu'il y a quelques femmes dans le lot.
Les hommes de Bonaparte, ce sont tous ces personnages, tous ces individus qui ont accompagné, facilité, permis, cherché parfois à contrarier l'ascension de Bonaparte, et que Bonaparte est parvenu quelque part à mettre à son service, ou mettre au service de son ascension. Alors, évidemment, il y a plusieurs manières de les aborder. Dans le bouquin, je le fais de manière chronologique, en essayant de montrer à chaque étape de son ascension, Bonaparte agrège un certain nombre de soutiens qui s'accumulent les uns aux autres pour lui permettre d'arriver au pouvoir. Un peu par jeu, si vous voulez, j'ai essayé ce soir de les classer par grandes catégories. Voilà, on peut voir, me semble-t-il, 4 catégories principales auxquelles il faudra ajouter la famille, qui joue un rôle un petit peu particulier dans tout ça. Dans la première catégorie, j'ai classé ce que j'appelle les mentors. Je vais essayer de préciser de qui il s'agit, mais c'est-à-dire ce sont les individus sur lesquels véritablement Bonaparte a compté en se glissant dans leur sillage et en espérant être aspiré en quelque sorte par eux et bénéficier de leur protection. Ils sont pas si nombreux, mais jusqu'au bout, j'essaye de ne pas dévoiler les noms trop tôt, mais jusqu'au bout, effectivement, notamment sur le directoire, il bénéficie d'un mentor. Et d'ailleurs, notre maître à tous, Jean Tullard, que tu as évoqué tout à l'heure, dans sa magistrale biographie de Napoléon, rappelle ce que Napoléon doit justement à ces personnages au début. Ils sont au nombre de 2. Ensuite viennent ce que j'appelle les incontournables. Les incontournables, c'est plutôt des personnages finalement qui sont là dans le paysage, avec lesquels il faut absolument compter. On ne peut pas accéder au pouvoir sans eux. Pour autant, ils ne sont jamais au-dessus de Bonaparte. Mais Bonaparte doit les intégrer dans son schéma au fur et à mesure qu'il s'approche du pouvoir. Ensuite, il y a la catégorie plus nombreuse que j'appelle celle des vassaux et des clients. C'est-à-dire de tous ceux qui, soldats, artistes, écrivains, politiques, juristes, finalement sont petit à petit phagocytés par Bonaparte, qui les entraîne dans son sillage et qui leur montre que, en le suivant, ils peuvent gagner beaucoup. Des grades, des rémunérations de tout type, honorifiques ou sonnantes et trébuchantes, des commandes, quand on est peintre ou quand on est écrivain, par exemple, alors on parlait de Marc Aurèle quand on a visité le cimetière tout à l'heure, mais quand on imprime le journal de l'armée d'Égypte, eh bien, et qu'on écrit des articles dans ces armées, dans ces journaux, qui suivent les armées d'Italie ou d'Égypte, eh bien, tout d'un coup, on accède à une importance sur le champ littéraire, et donc voilà, on trouve des vassaux ou des clients de Bonaparte, évidemment, aussi chez les hommes d'affaires, chez les hommes d'argent, qui comprennent les fournisseurs aux armées, par exemple, qui comprennent très bien le bénéfice qu'ils ont à suivre un général qui est victorieux et qui étend le domaine de la guerre sur la période. Et donc, par exemple, en Italie, il est très clair qu'à la fin de la première campagne d'Italie, les fournisseurs aux armées s'enrichissent considérablement et voient des perspectives tout à fait nouvelles de croissance de leur profit. Donc parmi ces clients, et ces vassaux, il y a aussi beaucoup d'hommes d'argent qui vont jusqu'au dernier moment, le coûteux Canteleu par exemple ou Perregaux, parmi les futurs actionnaires de la Banque de France, des gens qui vont le soutenir. Alors on n'a pas de traces exactes parce qu'évidemment tout ça se passe clandestinement, mais qui vont le soutenir financièrement dans la réussite de son coup d'État. Et puis la 4e catégorie, ce sont ceux que j'appelle les vaincus. C'est-à-dire tous ceux qui, soldats ou politiques essentiellement, également des intellectuels, je vais essayer de le montrer, finalement sont écartés par un Bonaparte qui, petit à petit, s'approche du pouvoir et les réduit à rien parce qu'ils ont cherché à s'opposer à lui et qu'ils n'ont pas accepté de totalement se plier à sa volonté. Et puis une dernière catégorie, la 5e, que j'évoquerai rapidement, et qui est la famille, et avec des personnalités évidemment aussi éminentes que Joseph, par exemple, qui est un peu négligé parfois dans l'histoire napoléonienne, mais qui est un personnage capital, qui joue le diplomate, qui est un homme d'affaires formidable, qui affrète des navires en Méditerranée pour faire du commerce à grande échelle, aussitôt que son frère guerroie sur la côte ligure, donc qui chope toutes les opportunités pour s'enrichir, et qui joue un rôle clé, qui va se marier avec la fille d'un riche commerçant marseillais, les Clary,
et qui va là aussi favoriser et en même temps se servir de l'ascension de son frère pour acquérir un rôle et jouer un rôle tout à fait éminent. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de se balader un petit peu à travers cette nébuleuse. Je suppose que c'est la flèche, voilà. À travers cette nébuleuse, à partir du printemps 93, donc disais-je, jusqu'à ce moment, puis à Marengo, qui voit, donc ce moment, c'est-à-dire le 18 Brumaire, qui voit Bonaparte arriver au pouvoir. Alors, première catégorie, les mentors. Donc les mentors, il y a là deux portraits différents, mais qui sont Barras et Talleyrand, hein. Talleyrand, c'est le fameux tableau de Talleyrand par Gérard en 1808, donc postérieur à notre période, mais qui campe bien le personnage. Mais parmi ces deux personnages, un seul a joué le rôle de mentor pour Bonaparte, véritablement, c'est Barras. Talleyrand, on verra, je le fais entrer dans la catégorie des incontournables, avec Fouché. Barras est un mentor de Bonaparte, il est le deuxième mentor de Bonaparte, en fait, chronologiquement, le premier c'est Robespierre. Bonaparte, quand il débarque en France en juin 1793, il débarque dans une France qui est dominée par les Jacobins et qui est dominée par un système qui lui-même est placé sous l'autorité du Comité de salut public. Et la personnalité politique qui compte, c'est Robespierre. Et Bonaparte va absolument sans ambiguïté prendre le parti des Jacobins. Il va draguer les Jacobins et il va donner des gages de son amitié pour les Jacobins, puisqu'il va notamment publier le Souper de Beaucaire, donc un texte politique qui dit son attachement aux idées jacobines, qui met en scène un général, un commerçant d'ailleurs provençal, et qui discute sur les mérites de la Révolution. Et donc, c'est une sorte de profession de foi jacobine que Bonaparte publie à ce moment-là, et qui, clairement, le situe dans l'orbite des Jacobins et de Robespierre, parce qu'il espère, évidemment, avoir des postes, des responsabilités. Et effectivement, ses premières nominations au sein de l'armée dans le Midi, qui vont l'amener jusqu'au siège de Toulon, et y compris le choix qui est fait par le gouvernement et par à l'initiative des représentants en mission, Fréron, Albitte, Gasparin, Robespierre le jeune, Augustin Robespierre, le frère de Maximilien. Le choix qui est fait de confier à Bonaparte la responsabilité d'essayer de chasser les Anglais de Toulon, et il va y parvenir en décembre 1793, il le doit notamment, ce choix, au loyalisme et à sa déclaration, si vous voulez, officielle de jacobinisme, d'une certaine manière. Et donc Robespierre apparaît véritablement comme un mentor à ce moment-là. Bonaparte obtient sa responsabilité à Toulon, le fait que son plan soit exécuté sous Dugommier, mais il obtient aussi, par exemple, et pas seul, mais des postes pour Lucien ou pour Joseph. Avant que Napoléon perce, entre guillemets, sur le plan militaire, celui des frères Bonaparte qui est le mieux doté, c'est Joseph, qui est fait commissaire aux armées, qui a un traitement de 6 000 francs annuels, et qui, grâce à ça, peut nourrir la famille, qui vient de débarquer avec Madame Mère, avec Laetitia, sur les côtes de Toulon, et qui vit, on va dire, un peu chichement en Provence, et bientôt un peu durablement à Marseille. Donc, les Bonaparte s'inscrivent dans cette mouvance jacobine, et ça leur rapporte, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi. Le deuxième mentor, donc, c'est Barras, dont j'ai donné le portrait ici, qui est, alors, une fois que Robespierre est tombé, une fois que la terreur est terminée, Barras est l'homme fort de la République, et c'est l'homme fort du Directoire. C'est celui qui est au sein du Directoire, vous vous souvenez, c'est un gouvernement collégial de 5 directeurs qui tourne régulièrement, mais Barras, lui, reste assez fréquemment, il est fréquemment désigné au sein du Directoire, et il est l'homme fort du Directoire. Il est l'homme fort de Paris d'après la Terreur, et d'après Thermidor et la chute de Robespierre. Et Bonaparte, sans grande difficulté, se place dans le sillage de cet homme fort. Il est partisan de l'ordre représenté, de l'ordre nouveau au sein de la République, incarné par Barras sous le Directoire. Et à nouveau, cette allégeance qu'il prête à l'homme fort du Directoire lui permet d'avoir un certain nombre de fonctions
qui sont capitales pour son ascension politique. Alors, notamment sa femme, mais si on s'arrête à des événements strictement politiques, mais le mariage avec Joséphine est très politique, Vendémiaire, défendre la Convention contre une menace d'insurrection royaliste, c'est Barras qui décide de confier le commandement de cette opération à Bonaparte, qui, à ce moment-là, d'une certaine manière, accepte de se compromettre, puisque à partir de Vendémiaire, Bonaparte est assimilé à ce que j'appellerais un général de l'intérieur, un général de police. C'est pas une belle guerre qu'on mène dans les rues de Paris pour lutter contre les insurrections royalistes. Mais Bonaparte décide d'en passer par là parce que ça lui donne une influence dont va découler sa nomination à la tête de l'armée d'Italie, mars 16, au lendemain du mariage justement avec Joséphine, que Barras met dans les bras, si j'ose dire, de Napoléon. Et la nomination pour défendre la Convention et la nomination à la tête de l'armée d'Italie de ce jeune général, qu'est le général Bonaparte en 1796, qui a à peine 26 ans, il les doit au soutien et à la promotion dont il a bénéficié de la part de Barras, derrière lequel il a accepté de se situer. Donc le début de la carrière de Bonaparte se fait au prix de concessions qui sont l'allégeance aux hommes forts du régime dans lesquels Bonaparte s'inscrit. Alors en même temps, je ferai 2 remarques à ce stade, pour corriger un petit peu l'image négative qu'on pourrait avoir de Bonaparte suite à ce début-là. Première remarque, ça n'est pas sans risque, les partis pris politiques de Bonaparte. Quand la terreur se termine et que Thermidor survient, Bonaparte est classé comme un général jacobin. Et donc, il est menacé. Alors, on lit parfois qu'il fait de la prison. Il ne fait pas de prison, mais il est assigné à domicile, assigné à résidence, on va dire, dans le Midi, le comte Laurenti, un aristocrate qui le loge, en attendant de savoir ce qu'on va bien vouloir faire de lui, ce que le gouvernement va bien vouloir faire de lui. Et puis finalement, Bonaparte apparaît indispensable. Il est un trop bon soldat, si j'ose dire. Il a des idées précises, notamment sur l'Italie. Il connaît très très bien le Midi, qui font que, globalement, on accepte de le recycler au service du Directoire. Mais un temps, il est inquiété. Et c'est en compromis avec les Jacobins, il aurait pu ne pas survivre, au moins politiquement, à l'après-Thermidor. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que Bonaparte passe du sillage de Robespierre à celui de Barras. Mais en réalité, Bonaparte ne renonce pas à la promotion d'un certain nombre de ses principes. C'est-à-dire que Bonaparte, d'une certaine façon, reste le même. Quand il défend le Directoire en Vendémiaire, mais aussi en Fructidor, alors qu'il est commandant en chef de l'armée d'Italie, Fructidor 1797, eh bien, en fait, il prend à chaque fois un parti qui est très clair et sur ce plan-là, il n'a jamais varié. C'est le parti de la République face à la menace royaliste. C'est le parti de l'ordre face à la menace du retour de l'anarchie. Et finalement, ce que Bonaparte trouve de commun à Robespierre et à Barras, qui sont des personnalités très différentes par ailleurs, c'est le fait que, au moment où il les sert, les deux incarnent la République et l'ordre. Et finalement, à travers ces personnalités, c'est ça que Bonaparte sert. Et donc on peut voir finalement une certaine cohérence politique dans des choix d'allégeance qui pourtant sont des choix relativement différents, parce qu'effectivement, vu de loin, quand on sert Barras et Robespierre, on ne sert pas exactement la même conception de la République. La deuxième catégorie, disais-je tout à l'heure, de personnages, ce sont les incontournables. Et c'est là qu'on trouve Talleyrand. Alors il y a 2 incontournables principaux, je les ai cités tout à l'heure, c'est Fouché et c'est Talleyrand. Ce sont 2 hommes qui traversent toute la Révolution, et qui traversent tout l'Empire, et qui, au moins temporairement, font même la période d'après l'Empire. C'est Talleyrand et Fouché qui cherchent à tirer les ficelles, avec plus ou moins de réussite sur le long terme, mais qui cherchent à tirer les ficelles au moment de la déchéance de Napoléon, on le sait. Donc ce sont 2 personnages absolument incontournables sur l'ensemble de la période.
Ce sont deux hommes forts de cette période qui n'ont jamais vraiment perdu leur influence durant toute la période révolutionnaire, même si évidemment ils ont pris des partis assez différents et assez opposés et qui n'incarnent pas du tout, finalement, les mêmes sensibilités dans la Révolution. Ils sont dans le processus révolutionnaire dès 1789. Talleyrand est même un homme actif assez avant, assez tôt. Il fait partie d'une des sociétés, qui agit dans la période pré-révolutionnaire, ce qu'on appelle la Société des 30, où on voit des gens comme Lafayette, comme Duport, comme les frères Lameth, dès 1787-1788. Donc ce sont vraiment des personnages qui ont partie liée avec le nouveau cours des choses et avec la chute de l'ancien régime. Ils ont bien sûr des trajectoires différentes, notamment sous la Terreur, dont Fouché est un des acteurs principaux. C'est un des acteurs de la répression terrible qui s'abat à Nantes ou qui s'abat sur Lyon. C'est les fameuses fusillades des Brotteaux, par exemple, pour Lyon. Mais surtout, pour la période qui nous intéresse, ce sont deux hommes qui sont redevenus très influents, quel qu'ait été leur parcours sous la Terreur. Ce sont deux personnages qui sont devenus très influents sous le Directoire. Fouché est craint, il connaît tout sur tout le monde, il a des réseaux d'informations qui inquiètent à peu près tous les hommes influents du moment. Il a eu l'intelligence sous la Terreur de permettre à certains aristocrates, à certains ci-devant, de s'en tirer. Et ces hommes et ces femmes-là ont un ascenseur à lui renvoyer, si j'ose dire. Donc il a une influence considérable, il a une information considérable, et il tient la police. Talleyrand, lui, il a l'entre-gens d'un homme d'ancien régime, il a les manières, il a les codes, qui permettent de parler non seulement à la société d'ancien régime, ou à ce qui survit de la société d'ancien régime, mais qui permet aussi de parler aux cours européennes. Talleyrand, c'est l'art de la diplomatie, c'est la connaissance parfaite de la situation géopolitique européenne. C'est des idées d'ailleurs très claires. Emmanuel de Varesquiel, dans sa magnifique biographie de Talleyrand que je vous recommande de lire, qui est sans doute une des plus belles biographies qui ait jamais été écrite, dit bien combien Talleyrand a des idées extrêmement claires et constantes sur ce que doit être l'ordre européen et la place de la France dans cet ordre européen. Et Talleyrand comprend que pour une espèce de girouette qui a servi tous les régimes, puisqu'il est devenu un évêque constitutionnel, puisqu'il a négocié la déchéance de Napoléon après l'avoir servi, qu'il a trahi, entre guillemets, à Erfurt, etc. Talleyrand, en même temps, Varesquiel le montre bien, c'est le sous-titre de sa biographie, Le Prince immobile, c'est quelqu'un qui a des vues d'une permanence absolument impressionnante sur ce que doit être l'ordre européen et la place de la France dans cet ordre européen. Donc de ce point de vue-là, il n'a pas varié, il est fidèle à un certain nombre d'idées. Et en tout cas, ces deux personnages sont incontournables parce qu'ils connaissent le monde politique parfaitement, ils ont des réseaux, ils ont une influence qui vont servir Napoléon, ils ont un talent, une compétence qui apparaît indispensable en tout cas à Bonaparte. Et Bonaparte va rencontrer à des moments divers ces deux personnages. Alors on sait que Talleyrand prend contact avec Bonaparte assez tôt, au moment de la première campagne d'Italie, et que Talleyrand est notamment très impressionné par la signature par Bonaparte du traité de Campo Formio, où Bonaparte impose une paix en Italie dont les directeurs auraient été bien incapables de l'imaginer, et Talleyrand comprend que Bonaparte est en train de prendre le dessus et que c'est un homme avec lequel il va vraiment falloir compter. Et d'ailleurs, Talleyrand, à ce moment-là, va commencer à nouer une correspondance avec Bonaparte, et ils vont tous les deux échafauder, par exemple, des projets aussi impressionnant que celui de débarquer en Égypte pour couper la route des Indes aux Anglais, et de ce point de vue-là, leur collaboration, au moins intellectuelle, est à l'origine de l'expédition d'Égypte. Quant à Fouché, Bonaparte le rencontre sans doute plus tardivement, les deux hommes ne s'apprécient pas, mais par contre, les deux hommes comprennent très très vite que de grandes choses ne peuvent pas être faites sans qu'ils y soient mêlés, en quelque sorte. Et donc, de ce point de vue-là, Fouché, qui a sans doute rencontré Bonaparte, on n'en est pas certain, mais avant le départ pour la campagne d'Égypte, a bien compris qu'il ne fallait pas rester totalement ignorant de ce qui se faisait autour de Bonaparte et que servir Bonaparte pouvait permettre de se rapprocher du pouvoir. Et d'ailleurs, Fouché servira notamment à Bonaparte dans le but de contrôler les Jacobins, de fermer certains clubs
dont Fouché était pourtant proche idéologiquement, mais dont Bonaparte se méfiait. Et c'est tout à fait symptomatique. Au moment du 18 Brumaire, au moment du coup d'État, Fouché et Talleyrand apportent leur contribution, mais tous les deux en restant extrêmement prudents. Et c'est une des caractéristiques de ces deux personnages qui sont fascinants, mais en se gardant une porte de sortie éventuelle, c'est-à-dire qu'on sait, il y a plusieurs récits qui le disent, que Talleyrand a une voiture attelée devant chez lui et il est prêt à prendre la poudre d'escampette si le coup échoue et s'il s'y trouve au moins par réputation mêlé. On sait que Fouché ferme la ville, il en a tous les moyens, mais qu'il est prêt à laisser passer ce qui sera nécessaire de laisser passer si le coup échoue et que finalement le parti pris de Bonaparte n'est pas le bon. Donc on sent bien que ce sont des personnages qui sur toute la période gardent plusieurs fers au feu. Et par exemple, pour la dernière date, celle de Marengo, quand Bonaparte part pour la deuxième campagne d'Italie à la tête de l'armée de réserve, donc cette fameuse expédition absolument extraordinaire qui l'amène à affronter Mélas sur la plaine de Marengo le 14 juin 1800, eh bien, on sait très bien que, restés à Paris, Fouché et Talleyrand, j'allais dire complotent, c'est-à-dire préparent l'après-Bonaparte en cas de défaite du premier consul dans une obscure plaine du Piémont. Et ça donnera d'ailleurs un des motifs d'une nouvelle de Balzac, Une ténébreuse affaire, dans laquelle il expose justement ces menées dans le dos de Bonaparte, parti guerroyer entre la Lombardie et le Piémont. Donc, des mentors, Robespierre, Barras, qu'à chaque fois Bonaparte va dépasser, ça je ne l'ai pas dit, mais alors Robespierre tombe sans que Bonaparte y soit pour rien, mais Barras va être purement et simplement laissé sur le bord de la route par un Bonaparte qui continue son ascension en se rendant compte que Barras ne lui est plus d'aucune utilité et que même il peut présenter un obstacle. On sait qu'au moment du 18 Brumaire, très clairement, on paye Barras pour qu'il démissionne et qu'il cesse d'exister politiquement. Et voilà, c'est là qu'entrent en jeu les banquiers, parce que pour payer Barras, il aurait coûté 2 millions de francs. Son accommodement avec le 18 Brumaire, ça aurait coûté 2 millions. Il faut des banquiers, il faut des amis qui contrôlent un certain nombre de cordons de la bourse pour pouvoir acheter Barras. Donc c'est là qu'on revient aussi au fait que les réseaux s'entremêlent les uns et les autres. La troisième catégorie, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure comme étant la plus longue, c'est la catégorie des vassaux ou des clients. Alors évidemment, je cite là deux personnages pour commencer, qui sont, vous les reconnaissez, deux personnages emblématiques de l'aventure napoléonienne, qui sont Junot à gauche pour nous et Marmont, au moment où ils sont des soldats de la République. C'est ceux qu'on peut qualifier presque des amis de Bonaparte. Il n'en a pas beaucoup d'amis de Bonaparte, et il va en avoir de moins en moins. Au fur et à mesure qu'il s'élève dans la hiérarchie politique et militaire, évidemment, il n'est plus question d'affection ou d'amitié. Ceux-là ont sans doute eu des liens qu'on peut appeler des liens d'amitié, on ajoutera Muiron, avec Bonaparte. Mais très rapidement, évidemment, prenant le pas sur eux, leurs rapports vont évoluer de ce type-là. Mais c'est vrai que l'affaire de Toulon permet à Bonaparte de faire nommer lieutenant Junot, de faire de Muiron un chef de bataillon, de faire de Marmont un capitaine. Et donc on voit des personnages qui, dans le sillage de Bonaparte, ils sont fascinés par Bonaparte. Tous les témoignages le montrent, et les mémoires de Marmont le montrent très très bien. C'est très intéressant, mémoires de Marmont à lire, c'est absolument incomparable. Et ces personnages-là, on le voit, sont fascinés par Bonaparte, ont une vraie affection et un vrai attrait pour le charisme dont ils disposent, mais évidemment, ils progressent aussi dans la hiérarchie militaire, ils deviennent des héros d'une certaine manière, ils vivent une expérience formidable grâce à Bonaparte. Donc, faire la part entre l'amitié, la fascination, ce qu'ils doivent à Bonaparte, concrètement, c'est toujours un petit peu difficile. Vendémiaire, c'est le moment où Bonaparte s'attache Murat.
qu'il choisit pour aller dans la plaine des Sablons, aux environs de Neuilly, aller mettre la main sur les canons avant que les royalistes ne les saisissent. Et la nomination de Murat ce jour-là comme chef d'escadron doit beaucoup à Bonaparte et attache à Bonaparte un jeune homme qui finalement lui doit son ascension dans la hiérarchie militaire d'une certaine manière. Et ces hommes-là, encore une fois, sont à la fois fascinés, vont se montrer extrêmement fidèles et loyaux, enfin jusqu'à un certain point pour Murat, mais ça viendra beaucoup plus tard, vis-à-vis d'un homme qui fait aussi leur carrière. Donc, comment démêler ce qui entre d'intérêt, de bien compris, ou au contraire de fascination gratuite pour le personnage. On peut imaginer parmi ses clients des personnages un peu plus surprenants qu'on ne cite pas. Je pense à Victor, par exemple, qui est fait il a 50 plus que Bonaparte, il est fait général de brigade après Toulon. Et il doit beaucoup à l'ascension de Bonaparte et au fait que Bonaparte le repère dans les opérations contre les Anglais à Toulon. Et petit à petit, on voit Bonaparte, et je ne vais pas insister sur des faits que vous connaissez mieux que moi, mais on voit Bonaparte petit à petit intégrer à cette nébuleuse les plus talentueux soldats du temps. Pensons à Davout, qui n'a jusqu'alors combattu que sur le Rhin ou en Allemagne, et qui est incorporé aux troupes de Bonaparte pour partir en Égypte, et qui petit à petit va devenir un des personnages essentiels de l'épopée napoléonienne. Pensons à Desaix, que Bonaparte rencontre un petit peu plus tôt en Italie, en 1797, et qui lui aussi deviendra ce fameux sultan juste, qui trouvera une mort héroïque à Marengo, mais qui, là aussi, petit à petit, est aspiré en quelque sorte par cette sorte d'attraction que représente l'étoile Bonaparte, autour de laquelle vont graviter toutes ces planètes. Avoir l'influence que Bonaparte est en train d'acquérir sur l'armée, c'est le fondement principal de son pouvoir. Son influence, Bonaparte la doit d'abord à l'influence qu'il acquiert sur l'armée, dans l'armée, au réseau qu'il a et à l'ascendant qu'il a sur les militaires. Et de ce point de vue-là, Bonaparte reste fondamentalement quelqu'un qui émerge grâce à son talent militaire, mais qui dure comme personnalité, comme personnage historique, si j'ose dire, parce qu'il sait faire une utilisation politique de l'influence qu'il acquiert sur le champ militaire. Et de ce point de vue-là, les événements que j'ai cités tout à l'heure, Vendémiaire, j'ai parlé aussi du coup d'État de Fructidor, sont des événements où il montre clairement qu'il met au service d'un destin politique une influence acquise en tant que soldat. Et par exemple, Vendémiaire, on en a parlé un petit peu, mais lors du coup d'État de Fructidor, je l'ai dit, Bonaparte, donc on est en 1797, Bonaparte est en Italie, le directoire est menacé et veut épurer les chambres, c'est un coup d'État, aussi violent que celui de Brumaire. Le directoire veut épurer les chambres, veut s'épurer lui-même, veut épurer le gouvernement. Il faut une épée, on demande à Bonaparte. Bonaparte ne veut plus se compromettre dans un coup d'État de ce type-là. Il envoie Augereau. Et Augereau est l'épée envoyée par Bonaparte au service du directoire qui veut mener à bien le coup d'État du 18 Fructidor. Et la veille du 18 Fructidor, Talleyrand reçoit les conjurés militaires pour mettre au point les derniers réglages de l'affaire qui va suivre. Augereau, Berthier, Junot, Kléber, Lannes, Bernadotte. On trouve une liste de soldats, de généraux, de militaires, de haut rang, qui sont plus ou moins à ce moment-là dans l'orbite de Bonaparte, et en tout cas, il est très clair que dans l'arrière-plan, ne se mêlant pas du coup d'État, ne mettant pas les mains dans le cambouis, si j'ose dire, il y a Bonaparte. L'utilisation à des fins politiques de ses talents militaires, la campagne d'Italie, la première campagne d'Italie, où on voit Bonaparte petit à petit mener sa propre diplomatie et échapper au contrôle du directoire, qui n'arrive plus du tout à lui faire suivre les buts de guerre pour lesquels il l'a nommé. Bonaparte commence par, on est en mai 1796, refuser qu'on confie le commandement militaire en même temps qu'à lui, à Kellermann. Et en disant, non, moi je suis pour l'unité de commandement, vous me laissez le chef ou je ne suis plus rien. Et le directoire plie
et accepte de laisser le seul commandement en chef à Bonaparte, ou le commandement en chef au seul Bonaparte. Et ensuite, on a un Bonaparte qui progressivement décide de mener sa diplomatie, avec en ligne de fin le traité de Campo Formio, que Bonaparte négocie seul avec les Autrichiens, d'ailleurs en ménageant des concessions territoriales, notamment dans la Vénétie, que le Directoire n'avait absolument pas prévu. Donc Bonaparte recompose seul, comme un chef d'État, l'Italie du Nord, alors qu'il était initialement que le chef militaire de l'armée qui allait mener les buts de la France dans la région. D'ailleurs, c'est Bonaparte qui envoie Monge et Berthier, un scientifique et un soldat qu'il a dans sa main, présenter le traité de Campo Formio au Directoire. Et c'est ce jour-là que Talleyrand bascule et dit, la puissance, elle est là maintenant. Le vrai pouvoir, il est là maintenant. Parmi les vassaux et les clients, j'avance un petit peu, parmi les vassaux et les clients, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des financiers, ça c'est le beau portrait par Boilly de Perregaux, donc un des futurs actionnaires de la Banque de France. Il y a parmi ses clients ou ses vassaux, il y a des juristes, des juristes pour lesquels j'ai une tendresse particulière, Roederer, Portalis, le futur père du Code civil, qui sont des jurisconsultes, qui ont des vues très précises. On pourrait citer Cambacérès, qui est à l'origine de plusieurs projets de Code civil sous la Révolution, et donc qui ont des vues très précises sur la manière dont il faudrait administrer la France, dont il faudrait la gouverner, et qui vont trouver en Bonaparte l'homme qui va leur donner la possibilité de faire appliquer leur vue, de faire appliquer ces conceptions, on va dire, modernes de gouvernement dans un monde qui est un monde post-révolutionnaire d'une certaine façon, et qui dépasse l'Ancien Régime. Et ces gens-là, dont certains sont moins connus, comme Tronchet, qui a été un des défenseurs de Louis XVI lors du procès, comme Merlin de Douai, ces hommes-là vont petit à petit, donc tous ces juristes, ces administrateurs de très très grand talent, des sortes d'énarques d'aujourd'hui, si j'ose dire, d'experts d'aujourd'hui, qui vont former l'ossature bien souvent du futur Conseil d'État et qui vont permettre à Bonaparte d'accoucher des vues qui étaient nées sous la Révolution. Il y a aussi parmi les hommes qui servent Bonaparte, qui sont ses vassaux ou ses clients d'une certaine manière, des savants. Et dans ce domaine, l'intégration de Bonaparte à l'Institut en décembre 1797, où il entre dans la section de physique et de mathématiques, et où il est finalement une sorte de père parmi les meilleurs scientifiques de la République, scientifique dont il va servir ensuite les intérêts, et penser à l'expédition d'Égypte, où il amène cette pléiade de scientifiques de toute nature, qui accompagnent et qui font de l'expédition d'Égypte une expédition aussi importante sur le plan scientifique qu'elle l'est sur le plan militaire, et elle est d'ailleurs plus pérenne sur le plan scientifique qu'elle l'a été sur le plan militaire. Et tout d'un coup, on a ce monde des sciences et de la connaissance qui, aspiré par Bonaparte, acquiert une importance inédite dans la société française. On a donc un portrait pendant l'expédition d'Égypte de Gaspard Monge. On a parmi ses vassaux ou ses clients des artistes, et Gros à Arcole, ou David, à qui Bonaparte accorde une très courte séance de pause au retour de sa première campagne d'Italie, sont des artistes qui vont évidemment, on les connaît tous, vont servir la gloire, l'épopée du premier consul et d'abord du général, du premier consul puis de l'empereur. Et évidemment, Bonaparte comprend bien qu'il a besoin, ce génie de la communication qu'est Bonaparte, qu'il a besoin de ces propagandistes que sont les peintres de l'époque, et eux-mêmes, évidemment, vont hériter de commandes, d'une notoriété formidable en accompagnant le général, le premier consul et l'empereur. Parmi les les clients ou les vassaux, je veux pas déborder, donc j'avance un peu sur ce plan-là, mais on peut citer des étrangers, comme Melzideril, qui sera le numéro 2 de Bonaparte en Italie, et qui est ce notable milanais qui, parmi les élites italiennes, finalement accueillent Bonaparte et comprennent que l'ordre nouveau peut aussi leur permettre d'acquérir une situation sociale. C'est la Villa Melzideril
à Bellage au bord du lac de Com, qui leur permettent d'acquérir une situation, une situation sociale tout à fait et politique enviable. Je change d'échelle totalement. Je n'oublie pas que je ne suis pas lyonnais, mais j'ai beaucoup travaillé sur Lyon. Et les vassaux ou les clients, on les trouve aussi à l'échelle locale. Hein. Et à l'échelle de Lyon, par exemple, le maire fait de Satonnet ou ceux que j'ai appelés, enfin que d'autres historiens avant moi, mais sur lesquels j'ai travaillé à Lyon, qui sont les notables départementaux, etc., peuvent être considérés d'une certaine manière comme ces hommes qui, à un moment donné, comprennent que on sait qu'entre les Lyonnais et Bonaparte, il y a une sorte de pacte qui est conclu au retour de la campagne d'Égypte et surtout de la deuxième campagne d'Italie, où Bonaparte rencontre tous les hommes qui comptent à Lyon, tous ceux qui font l'économie, tous ceux qui font l'administration à Lyon, et il leur fait comprendre que globalement, lui au pouvoir, Lyon sera bien servi. Et en effet, Lyon est une des villes, avec d'autres, Strasbourg, souvent des villes de l'intérieur, les villes de littoral pâtissent plutôt du règne napoléonien, mais les villes de l'intérieur, elles, marchent bien, et Lyon va effectivement voir son destin particulièrement favorisé par l'ascension de Bonaparte. Et donc Bonaparte fait comprendre aux Lyonnais de manière très claire que le redémarrage de la soie, le redémarrage des commandes publiques, ça sera lui. Et donc à partir de ce moment-là, Bonaparte devient très populaire à Lyon d'une certaine manière. Alors, je fais juste une petite parenthèse, c'est une idée à laquelle je tiens, mais je ne suis pas partisan de dire que Lyon est une ville bonapartiste. Lyon est une ville pour laquelle Bonaparte compte beaucoup, mais tout simplement parce que Bonaparte a fait beaucoup pour Lyon. Mais lorsque l'intérêt de Lyon n'est plus l'intérêt de l'empereur, Lyon laisse tomber Napoléon. Et donc, il y a un soutien populaire qui reste à Lyon. Bonaparte est particulièrement bien accueilli par le petit peuple à Lyon au retour des 100 jours, par exemple, au moment des 100 jours, autour du vol de l'Aigle. Mais comme il l'est à Grenoble, par exemple. Mais les notables, ceux qui font Lyon, les hommes d'affaires, les banquiers, les administrateurs, eux, se sont petit à petit éloignés de Napoléon, au fur et à mesure que les avanies économiques que le pays connaît à partir de 1811, etc., la désastreuse campagne de Russie prive Lyon de tout un tas de commandes, de tout un tas de marchés, et là, sans jeu de mots, il ne marche plus avec Bonaparte, et il s'en écarte. Donc, ville bonapartiste, je crois pas. C'est pas une affaire de sentiment, encore une fois. C'est une affaire d'intérêt, et d'intérêt bien compris. Et quelqu'un qui vous apporte la prospérité, un régime qui vous apporte l'ordre et la prospérité, vous le servez. Et le jour où ce régime-là ne vous apporte plus l'ordre et la sécurité, bien ma foi, et la prospérité, pardon, bien ma foi, vous n'y êtes plus autant attaché. Et ça, c'est valable à Lyon et ailleurs. Voilà, je crois qu'il faut pas mettre trop de sentiments, quelle que soit notre approche, j'allais dire émotionnelle, de la période, affective de la période. Il faut pas mettre trop de sentiments. Il faut tout simplement nous-mêmes se replacer dans cette situation-là. Le quatrième groupe de personnalités que je voulais évoquer, c'est ceux que j'appelle les vaincus. Parce que mon bouquin, au début, je l'ai appelé Les Hommes de Bonaparte, mais je voulais l'appeler Les Vainqueurs. Et puis l'éditeur n'a pas voulu. Mais j'aimais bien cette idée de ceux qui gagnent avec Bonaparte, en fait. Mais s'il y a des gagnants, il y a évidemment des perdants. Alors ces vaincus, très vite, d'abord, parmi les vaincus, il y a les opposants purs et simples de Bonaparte, les royalistes, que Bonaparte écarte. Et on sait que jusqu'au dernier moment, le futur Louis XVIII fait des avances à Bonaparte en disant voilà, vous avez fait le boulot, maintenant il reste plus qu'à me rétablir au pouvoir et ou à restaurer la monarchie et ça sera fini. Et Bonaparte évidemment refuse, on le sait bien. Il est du côté de la République et de l'héritage de la Révolution. Parmi les vaincus, il y a les rivaux. C'est pour ça que je passe ce beau portrait d'Augereau. On pourrait passer celui de Moreau, ici en costume de lieutenant-colonel en 1792. Donc ces rivaux militaires. Augereau, Moreau surtout, qui sont en mesure d'espérer autant que Bonaparte. Ça aurait pu être Joubert à d'autres moments. Et qui vont finalement être petit à petit domestiqués, contrôlés par Bonaparte. Pour moi, le symbole majeur de cette domestication en quelque sorte, c'est lorsque le 18 Brumaire a lieu, Moreau, qui est vraiment celui qui peut faire le plus d'ombre et qui aurait pu, parce qu'il est très populaire dans l'armée, l'Allemagne c'est Moreau, l'armée sur le Rhin c'est Moreau. Eh bien, Moreau, au 18 Brumaire, Bonaparte lui trouve un job, si j'ose dire. Il lui fait surveiller les deux directeurs un peu réticents que sont Gohier et Moulin,
que Moreau est chargé de contrôler pendant le coup d'État. Donc il lui confie une mission, mais une mission de second ordre. En gros, il le bloque, quoi, hein, il le met dans un coin et il le fige le temps que le coup d'État se déroule. Et donc là, on voit bien combien, et finalement, il vainc un rival potentiel en le muselant. Il va le couvrir d'honneur et de titre. Ça passe aussi par là. Mais sur ce moment-là, il vainc un des généraux qui aurait pu rivaliser avec Bonaparte, et Dieu sait si Moreau a des qualités qui auraient pu le mener à là. Et il finira par l'écarter lors du fameux complot royaliste qui précède de peu le sacre, le couronnement. Et puis parmi les vaincus, il y a ceux que j'appelle les floués. Et ces floués, ce sont, alors je sais plus si j'ai mis une image là-dessus, non, je n'en ai pas mis malheureusement, mais parmi les floués, c'est donc ce que j'appellerais les intellectuels. Les libéraux, par exemple, comme Madame de Staël ou Benjamin Constant, qui pensent que Bonaparte peut finalement représenter leurs idées. Et par exemple, Madame de Staël est totalement fascinée par ce qui se passe à Marengo et elle dit bon, bravo et suivons-le parce qu'il va servir les temps nouveaux. Et puis bon, finalement, on sait ce qu'il est advenu. Bonaparte n'est pas tout à fait un libéral. C'est un euphémisme. Parmi ces intellectuels, il y a ceux qu'on appelle les idéologues, qui finalement ont des vues assez précises de la Révolution et de la République, qui servent Bonaparte, qui l'accueillent d'ailleurs à l'Institut, qui permettent son élection, etc., qui sont souvent des savants, et qui petit à petit comprennent que Bonaparte joue sa carte, et ne joue pas une carte éminemment collective. Des mentors, des incontournables, des vaincus, entre-temps des vassaux et des clients, et enfin un mot rapide sur la famille. La famille partout, tout le temps. Mais en réalité, les familles. Parce que vous connaissez tous très bien le mariage, Joséphine, l'alliance avec les Beauharnais, Eugène, Hortense, le rôle qu'ils vont jouer. Mais les familles, c'est donc la famille Bonaparte, avec Joseph et Lucien, qui jouent un rôle clé à différents moments, et d'ailleurs de manière très instable. Lucien, c'est quelqu'un d'abord qu'on protège, qu'on promeut, qui va jouer un rôle capital au moment du 18 Brumaire, qui sauve quasiment le 18 Brumaire. Enfin, je sais pas ce qu'il faut en penser, mais en tout cas, il joue un rôle clé qui permet au 18 Brumaire d'advenir, à un moment donné où on décrit parfois Napoléon comme perdant un petit peu les pédales, mais un Lucien qui parfois est jugé un petit peu trop, à gauche, et qui, pour cela, est peut-être un peu trop indépendant, et pour cela est parfois un petit peu tenu par Napoléon. On a un Joseph qui pourtant est le frère aîné et qui va être dépassé très vite dès la mort du père par Napoléon au sein de la famille, au sein du clan Bonaparte, mais qui va quand même avoir tout le temps durant cette histoire, un rôle absolument essentiel. Je l'ai dit, il fait des affaires quand il se marie avec la famille Cléry, enfin avec la fille Cléry, pardon, et qu'il navigue sur les eaux de la Méditerranée pour faire du commerce. Il travaille énormément les affaires quand il est commissaire aux guerres, mais il est aussi capable de mener des opérations de diplomatie. Je sors un petit peu de notre période, mais quand Napoléon exploite politiquement la deuxième campagne d'Italie et qu'il fait négocier le traité de Lunéville, c'est Joseph qui négocie le traité de Lunéville, et qui se comporte comme un diplomate de premier plan, avant d'être en Espagne, à Naples, à Naples et en Espagne, plutôt dans cet ordre, comme on le sait très bien. Les sœurs qui sont aussi utilisées, notamment à travers leur mariage. Quand Bonaparte à l'issue de la première campagne d'Italie, réunit à peu près tout le monde dans la villa qu'on voit ici, qui est la villa de Mombello, où il dirige un quasi-gouvernement, et c'est une cour, oui, c'est tout à fait ça. Il a une cour autour de lui, ses sœurs, ses frères sont là. Il réunit à un moment donné, sur un très court laps de temps, de quelques jours, toute la famille est là. Et là, on décide. Elisa et Bacciochi, etc. Voilà. On reconfigure la carte, si j'ose dire, familiale. Et donc Bonaparte comprend l'usage qu'il va pouvoir faire de sa famille. Et par exemple, Pauline, très tôt, la belle Pauline, joue un rôle politique. Par exemple, lorsqu'elle est courtisée par Fréron, à l'époque représentant en mission, plutôt proche des Jacobins au début, et qui sert la carrière de Bonaparte. Bonaparte ne voudra surtout pas que Pauline se marie avec Fréron, parce que c'est pas assez bien, et ça lui donne pas assez de gains, mais il joue évidemment avec le fait d'avoir des frères, des sœurs, un oncle, le rôle de Fesch, qui est essentiel, avec lesquels il peut modifier un petit peu les équilibres autour de lui. Donc des familles, les Bonaparte, les Beauharnais, les Clary,
qui sont finalement là aussi une nébuleuse propre au sein de cet ensemble. Et évidemment, le mariage avec Joséphine, la belle biographie de Pierre Branda, le montre très bien, hein, le mariage avec Joséphine qui est avant tout un mariage politique. Et Joséphine, c'est une femme politique de premier plan. Hein, et ce qu'elle apporte à Bonaparte, c'est cela. Alors bien sûr, il y a la passion des premiers temps, enfin, il y a toute cette affection, évidemment, que les deux ont ressenti réciproquement, mais c'est avant tout une union politique et un partenariat politique que Napoléon Bonaparte et Joséphine entretiennent. À travers l'exemple de Joseph, négociateur de traités, commerçant en Méditerranée, financier des armées, on voit que, vous voyez, tous les réseaux en fait se mêlent entre eux. Hein. Et ce qui est intéressant dans cette nébuleuse, c'est qu'il faut bien imaginer que les hommes de Bonaparte, les hommes et les femmes de Bonaparte, finalement, forment un ensemble un peu instable, hein, aux frontières évolutives. On est parfois un petit peu déclassé dans cette nébuleuse. Et puis, en fonction des moments, eh bien, Bonaparte va vous appeler à jouer un rôle éminent. On est parfois, au contraire, porté un peu au pinacle, avant d'être soudain disqualifié au coup suivant. Hein. Il y a je ne l'ai pas cité, mais parmi les floués, on aurait pu citer ce brillant constitutionnaliste qui était Sieyès. Hein. Sieyès, il est, jusqu'à 18 Brumaire, il est quasiment l'homme clé du futur régime. Et puis Bonaparte, d'une pitchonnette, le relègue. Alors là aussi, hein, des honneurs, des titres, mais voilà, Sieyès n'est plus du tout au centre du jeu du jour au lendemain. Hein. Donc on voit bien que on a une myriade de personnalités avec lesquelles Bonaparte finalement arrive à jouer d'une certaine manière, de manière non pas cynique, hein, mais de manière froide, en homme politique et je dirais même en homme d'État, hein, qui ne doit pas se déterminer d'après des émotions ou des affections, mais qui doit se déterminer d'après ce qu'il estime être l'intérêt supérieur du pays, et que dans le cas de Bonaparte, qu'il assimile à son intérêt propre, hein, puisqu'il considère qu'il est l'homme idoine pour régler les questions et mettre en place la France nouvelle. Et donc, en concluant avec cette belle image, hein, ce beau tableau qui montre l'installation du Conseil d'État le 25 décembre 1799, avec les 3 consuls et les conseillers d'État qui prêtent serment devant le nouveau trio du gouvernement. Donc, ce que je voulais dire pour conclure, tout simplement, c'est que on a facilement nous-mêmes une telle fascination pour Bonaparte et pour Napoléon Bonaparte que cette image du self-made man, de l'homme qui s'est fait tout seul, de l'homme qui a un tel génie, au sens propre du terme, hein, politique et militaire, et communicationnel, que finalement il ne doit rien aux autres, cette image-là, elle est démentie par la réalité. Hein. Quand on examine pas à pas la manière dont Bonaparte conquiert le pouvoir, on voit tout ce que Bonaparte doit aux autres. Ça a une conséquence d'ailleurs, qui ne réduit en rien l'expérience de Napoléon, parce que c'est en rien réduire Napoléon que dire cela. Mais ça a une conséquence, c'est que Napoléon est redevable à ceux qui lui permettent d'arriver au pouvoir. Il est redevable aux financiers et aux banquiers. Toute analogie avec une situation contemporaine serait purement fortuite. Hein. Mais en arrivant à la tête du pouvoir exécutif, il est redevable aux banquiers et aux financiers qui lui ont permis d'arriver au pouvoir. Et il va prendre un certain nombre de décisions qui les servent. Alors, attention, hein, il faut pas imaginer un complot, il faut pas imaginer quelqu'un qu'on porte pour qu'il soit la marionnette. Hein. Mais il y a quand même partie liée. Il est redevable aux soldats, à l'armée qui l'a soutenu, et auquel il va devoir donner leur part de gloire, si j'ose dire, hein, et leur part d'aventure. Donc, ça n'est pas rien que de dire qu'il n'arrive pas seul au pouvoir. Il est lié, y compris par les idées, par les engagements moraux, aux groupes, aux catégories, à cette force qu'est la Révolution, qui l'ont permis d'arriver au pouvoir. Et jamais il ne pourra, même quand il deviendra empereur, renier totalement son compagnonnage avec la République.
La réalité, c'est donc une aventure collective qui est construite pragmatiquement petit à petit par Bonaparte, mais il demeure, à mon avis, une réalité, c'est que durant toute cette partie que joue Bonaparte pour conquérir le pouvoir, il reste, quoi qu'il en soit, quelle que soit l'importance des personnages qui sont avec lui, qui l'entourent, qui l'accompagnent, qui le suivent, qui le soutiennent, il reste au centre du jeu. Toujours, il a l'initiative. Toujours, il est celui qui entraîne, qui comprend son temps, qui comprend les opportunités qui s'offrent à lui et qui entraîne les autres. Et toujours de surcroît, il est celui qui prend l'essentiel du risque. Si le 18 Brumaire échoue, c'est Bonaparte qui paye. Et ça n'est pas Fouché ou Talleyrand, par exemple, qui ont prévu leurs échappatoires. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une sorte de logique dans la manière dont cette nébuleuse est organisée. Elle s'organise petit à petit autour de ce qu'il faut bien appeler un chef, qui n'a pas du chef que l'apparence et que l'ambition un peu folle. Il a du chef aussi la capacité à conduire et à assumer, à prendre la responsabilité des choix qui sont faits et qui entraînent, qui impliquent d'autres forces que sa vie propre, mais qu'il assume jusqu'au bout. Et enfin, je dirais que ce chef, il est suivi, il est servi, je l'ai dit tout à l'heure, parce que cela correspond à l'intérêt des uns et des autres, à tel ou tel moment, parce que aussi parfois Bonaparte, non pas ment, mais enfin disons, met en avant des caractéristiques de sa personnalité qui peuvent séduire telle ou telle partie de l'opinion. Mais il ne faut jamais oublier que si Bonaparte est suivi, et d'une certaine manière si Napoléon plus tard sera suivi, c'est aussi parce que il incarne, il symbolise, et j'insisterai jamais aussi assez fortement là-dessus, une vision de la France. Une vision de son organisation, de la manière dont elle doit être administrée, dont elle doit être gouvernée, et dont, à travers l'Europe et le monde, parce que la guerre est mondiale contre l'Angleterre à ce moment-là, dont la France doit être, à travers le monde et l'Europe, respectée. Et c'est cette vision cohérente qu'incarne Bonaparte, quel que soit ensuite ce qu'on peut reprocher sur son pouvoir personnel, etc. Mais c'est cette vision de la France telle qu'elle doit être organisée, administrée, gouvernée et respectée à l'échelle internationale, qui fait qu'il va pouvoir disposer de cette capacité d'entraînement de tous ces hommes et ces femmes qui, par ailleurs, sont assez différents, mais qui ne suivent pas Bonaparte que par intérêt. Mais aussi, c'est pour ça que j'aime beaucoup les jurisconsultes, par exemple les juristes qui suivent Bonaparte, parce qu'ils ont ces conceptions, ils y ont réfléchi, et ils se disent, voilà, ça c'est le type qui va nous permettre d'accoucher de nos projets. Et c'est parce que ces hommes-là sont unis finalement dans une conception de la France que j'appellerais une France grande, à tous les sens, dans tous les sens du mot, que Bonaparte a ce pouvoir d'attraction sur ceux qui sont véritablement ces hommes. Voilà. Je vous remercie de votre attention.